Jean-Paul Rocky. Merci beaucoup Yannick. Merci à vous et à Sébastien pour votre panel et à tous les participants. C'était très, très, très intéressant. Et j'avais une question, enfin une question ou un commentaire, mais peut-être pour lancer la discussion sur le thème central en fait du panel, la réappropriation. Et je me demandais, Yannick, dans votre présentation, si les artistes que vous avez étudiés s'inscrivait dans une relecture de, de l'histoire du racisme et de la sexualisation du racisme aux États-Unis. Donc là, je reprends aussi le point que Dany a développé à la fin de sa présentation. Et la question cette question, en fait, je me la posais aussi à partir des images que vous avez sélectionnées, euh, euh, que vous avez présentées très justement comme des occasions de resignifier des représentations très stéréotypées de la masculinité noire, mais en même temps dans lesquelles on peut lire une certaine permanence de la stéréotypie. Par exemple, la scène de fellation, elle est très structurée spatialement. Elle recoupe l'opposition top and bottom, en haut, en bas, passif, actif, qui sont aussi des lectures politiques du sexe homosexuel, avec une charge raciale très importante. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure la réappropriation, elle marche jusqu'où et quels sont les points où ça résiste et finalement où ça échoue. Et je trouve que c'est une question qu'on peut se poser aussi à propos de la communication de Margot, parce que la présentation très intéressante et l'analyse de la dimension subversive de l'émission de RuPaul est vraiment très convaincante, mais en même temps, et je ne sais pas si c'est quelque chose de développé dans la littérature critique qui se penche sur cette production, l'héritage culturel, historique et culturel dans lequel de fait l'émission s'inscrit n'est pas mentionné ou n'est pas développé, c'est-à-dire comme Dany l'a mentionné, la culture ballroom que Xavier Lemoine pourrait développer dans la culture noire américaine, avec un changement aussi des enjeux. Parce que dans la culture africaine-américaine du ballroom, c'est le lieu de l'inclusion, de la solidarité, et on est loin d'une orientation commerciale dans le contexte de médias télévisés. Et enfin, une petite question, remarque pour Dany. Est-ce qu'on ne se retrouve pas en fait dans cette analyse, dans ce type d'approche de la pluri-identité, dans quelque chose qu'on connaît très très bien concernant les artistes, les écrivains noirs américains gays ou queer, c'est-à-dire un procès en permanence de loyauté. Et finalement, une façon de castrer le potentiel subversif et de déterminer à l'avance la possibilité pour, dans le contexte, les spectateurs, les lecteurs, etc., de s'identifier quel que soit leur propre positionnement culturel. Parce que ce reproche de s'adresser à un public blanc ou de blanchir sa production identitaire ou culturelle, c'est un reproche auquel bon nombre d'écrivains noirs américains ont été confrontés, bon nombre d'artistes, et c'est une façon de les disqualifier et de les discréditer politiquement. Ce qui pose encore une fois la question
centrale du contexte et de la façon dont on conçoit la fabrique de la culture et de l'interaction entre les créateurs et les spectateurs ou les lecteurs. Alors, merci beaucoup. Je me permets à Margot et Dany de prendre la parole en premier pour pouvoir vous laisser le maximum de temps, puisque bon, c'est vrai que j'ai un rôle un peu bizarre de président et de communicant. Donc, voilà. Alors, en fait, c'est une question qui... merci beaucoup d'ailleurs pour ces questions, Jean-Paul Rocky, sur la sexualisation du racisme dans ces vidéos et dans ces chansons que j'étudie actuellement. Donc, c'est Work in Progress. La littérature est un peu plus riche que ce que je pensais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En fait, il y a cette question en fait, l'homme noir à l'origine, qu'est-ce qu'il est à partir de The Birth of a Nation et le viol de la femme blanche, l'homme noir qui est ensuite jugé par le Ku Klux Klan, et voilà, on connaît la suite. Et ensuite, cette image de l'homme noir en tant que prédateur sexuel est extrêmement présente. C'est une image que l'on retrouve dans les images dans les extraits vidéo que j'ai sélectionnés, donc avec justement la monétisation, la commercialisation des femmes dans le clip de Dr. Dre, ou alors avec le harem qu'ont d'autres artistes autour d'eux. Ça m'amène en fait à cette question de pourquoi Kevin Abstract en fait utilise la scène de la fellation. Je pense que au-delà de juste la sexualisation, la position, alors il y a une position forcément cinématographique avec celui qui reçoit la fellation, qui est l'homme noir et qui est dans une position de domination puisque c'est lui qui domine l'autre, l'homme blanc en fait. Mais je pense surtout que c'est, à mon sens, d'après ce que je vois dans les interviews de Kevin Abstract, je pense que c'est surtout en fait le fait de montrer la possibilité d'un accord entre personnes noires et personnes blanches. Je ne suis pas sûr en fait qu'il est forcément vu comme une domination de l'homme blanc ici et de sa sexualisation, dans la mesure surtout où dans une autre chanson que j'ai citée tout à l'heure, dans Junkie, il insiste paradoxalement par rapport au clip où il y a la fellation, il insiste sur le fait qu'en fait, il voudrait des hommes noirs en tant que partenaires sexuels et qu'en fait, il préférerait aussi des hommes on the down low, donc c'est-à-dire des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais sans pour autant le dire à la communauté dans son ensemble. Donc du coup, cette réappropriation en fait est assez, et c'est justement la tension que j'essaie d'étudier par rapport à Kevin Abstract, juste par rapport à cet artiste, c'est d'un côté le fait qu'il se positionne en tant que personne qui peut aller vers l'autre, c'est-à-dire ici dans ce contexte vers l'homme blanc, venant d'un milieu racial extrêmement connoté où on le jugerait comme prédateur sexuel, mais qui est aussi d'un autre côté capable de juste rester dans sa communauté et à l'intérieur de sa propre communauté, c'est-à-dire la communauté noire américaine, de faire comprendre qu'il y a aussi des personnes homosexuelles dans cette communauté, donc par rapport au fait que plusieurs personnes, je prendrai juste l'exemple d'Amiri Baraka, par exemple, ou Cleaver, j'ai oublié son petit nom, je suis désolé, Edridge Cleaver, qui disait que l'homosexualité était une maladie de blanc et que ça ne pouvait pas exister dans la communauté africaine-américaine. Donc, je pense qu'en fait, la réappropriation opérée par Abstract est assez... justement, il y a une sorte de glissement, et justement, c'est pour ça que je parle de dynamique au pluriel, c'est que en fait, les choses ne sont pas figées, et c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer. Alors, je n'ai pas eu le temps de le développer plus avant,
en utilisant la citation de Frank Ocean qui disait, en fait, il ne faut pas limiter les choses. Je pense que ce sont les trois artistes que j'ai cités. Alors, je ne parlerai pas de Lil Nas X puisque c'était juste un petit aparté comme ça, mais les trois artistes que j'ai cités, alors Danny ne sera certainement pas d'accord sur Todrick Hall, mais je pense que en fait, la question, et Danny, si on peut en discuter après ou si on a le temps, euh, je pense que ce sont des personnes qui se disent, OK, ben, les choses sont comme elles sont, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sans pour autant avoir de solutions à apporter, en jouant sur les stéréotypes, mais sans aller vraiment jusqu'au bout des choses parfois, comme l'expliquait Danny sur Total Call, ou alors comme on le voit avec les Nas X, par exemple, mais ça, c'est une autre histoire. Je vais m'arrêter là puisque je voudrais bien que les deux autres intervenants parlent. Oui, alors je veux bien revenir rapidement sur ce qui a été dit. Donc oui, c'est vrai qu'il existe un véritable paradoxe un peu dans cette émission de RuPaul's Drag Race que j'ai d'ailleurs soulevé. L'héritage culturel dont vous parlez, RuPaul soutient le fait qu'il s'inscrit malgré tout dans cet héritage-là. Notamment par divers exercices dont j'ai pas forcément parlé ici. Par exemple, il y a un exercice très connu aussi de l'émission qui s'appelle le Reading et qui est vraiment un héritage pour le coup des balls de Paris is Burning. Et à chaque émission, enfin à chaque passage de cet exercice, RuPaul le dit, le soutient et à plusieurs moments, on revient sur cette idée-là. Et effectivement, il y a un changement évidemment des enjeux. Je pense que l'enjeu de RuPaul, pour le coup, c'est de rendre pop le mouvement drag. Donc après, voilà, c'est critiquable, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense que c'est cet enjeu-là, c'est le premier enjeu, on va dire, de l'émission. Et aujourd'hui, malgré tout, porté un petit peu par ce souffle populaire qui est l'émission de RuPaul Drag Race, et beaucoup de drag queens ont commencé à performer, notamment à Bordeaux. Et c'est ce que je disais rapidement à la fin, mais cette émission a rendu visible un mouvement et a permis à certains et certaines artistes de se projeter, on va dire, sur les scènes un petit peu moins populaire, un petit peu moins télévisuel, on va dire. Et donc aujourd'hui, il y a un véritable mouvement drag queen, notamment en France. Alors bon, avec la Covid, le soufflet est un peu retombé là, mais en tout cas, c'est grâce, ça c'est évident, à la popularité de cette émission que beaucoup de drag queens aujourd'hui performent et s'affranchissent, bien évidemment, du modèle de RuPaul, qui est évidemment un modèle très, très controversé. Pareil, je vais essayer de répondre rapidement à la question pour laisser un peu plus de place pour d'autres questions que nous avons dans l'audience. Un peu pour donner un peu d'arrière-fond à cette présentation, c'est une collaboration en fait entre moi et un de mes amis. Moi, bien sûr, je me concentre beaucoup sur la performativité et l'identité queer. Mon ami qui est black, donc, m'a donné beaucoup d'informations, donc je lui prête beaucoup sa voix et beaucoup de son opinion justement en question justement de cette, d'être loyal à un artiste black, et gay, dans ce contexte. Heu, Moi bien sûr, étant européen aux États-Unis, ça change, pas mal aussi, mon rapport critique par rapport à la performance. Justement comme disait Margot, je vois la popularité de RuPaul que bien moi dans la communauté, je disais: «Bon, bah, d'accord, mais c'est très américain» et puis d'un coup je retourne en Europe et tout le monde en parle. Heu, donc il y a quand même ce changement. C'est difficile. Je crois que justement comme, Stuart Hall, l'autre, Tariq Hall est, intersectionnel dans son identité, il y a beaucoup trop d'éléments. En fait, il laisse trop de flancs ouverts, hem et il peut pas répondre à tous les critiques. Donc c'est intéressant que maintenant justement comme ambassadeur, des droits, LGBTQ, surtout aux États-Unis et comme les États-Unis est un pouvoir économique, donc s'exporte, sur la scène, hem il est, je crois, beaucoup plus, important de pouvoir adresser les plus grandes questions, qu'il fait maintenant, mais tout doucement. Donc c'est avec beaucoup de complaisance, qu'il répond.
à ces questions. J'ai découvert justement l'article de Billboard, vient juste de paraître donc en juin 2020, et ça a été réédité donc en décembre dernier là. Ça m'a surpris parce que justement, avec le Covid, Tarek Hall était beaucoup plus occupé à réinventer ses chansons sous plusieurs formats, plutôt que prendre justement des positions sociopolitiques ou socioculturelles concernant ses identités ou même ses allégations justement de harcèlement sexuel ou de racisme. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui est le plus grand problème. C'est donc si on se veut être modèle d'une minorité ou de plusieurs, de pluri-minorités, il serait bien de pouvoir justement non seulement créer le drame à la RuPaul sur les plateformes médiatiques, mais aussi de pouvoir justement répondre à ces questions critiques que la communauté n'a pas peur de lui poser directement. Comme je vous l'ai montré avec l'article justement de kingofreads.com, donc il y avait un échange direct via YouTube, justement, des critiques entre Justin James et Tarek Hall qui a eu ces frictions. Ensuite, il y a une question de Lara Cox. On vous écoute. Oui, bonjour aux trois intervenants. Je voulais juste dire que c'était un panel super. Je trouve que les communications, il y avait une thématique en commun et c'était très cohérent. Donc, c'était très agréable de vous écouter. Je pense que, je ne sais pas si c'est un commentaire, une question, mais je me demandais en vous écoutant tous les trois à plusieurs reprises, comment ces artistes peut-être, comment ils se positionnent face aux femmes africaines-américaines. Notamment Dani, vous avez mentionné Janelle Monáe dans votre communication. Si j'ai bien compris, vous avez peut-être proposé qu'avec des artistes hip-hop africaines-américaines, femmes, il y a peut-être plus de potentiel pour faire de la critique, pour créer des lignes de solidarité. J'ai peut-être mal compris ça, mais peut-être que j'aimerais vous entendre tous les trois sur cette relation avec les femmes africaines-américaines. Je pense aussi à, notamment, si on va parler des artistes hip-hop queer femmes, je pense à Angel Hayes aussi. Et aussi pour rebondir sur ce que avait dit Jean-Paul Rocky, absolument, je me posais la même question. Est-ce que, en critiquant ce que fait la culture populaire, est-ce qu'on attend trop de la culture populaire? Est-ce qu'on peut parler d'autres manières de voir les effets subversifs, par exemple dans le plaisir, etc. Donc, je me posais ces deux questions-là. Donc non, mais c'était aussi peut-être par rapport à la perspective trans, justement, parce que dans toutes vos communications, on ne voit pas ça apparaître, alors que pourtant RuPaul, bon, bah, ça se pose quand même. C'est des questions qui doivent venir dans l'émission, ou est-ce parce qu'il y a une redéfinition, une surdéfinition, une définition à côté, une reprise de tout ça dans la question trans, et puis qui se pose aussi dans l'hyper masculinité des vidéos montrées par Yannick ou par Dani, quid justement de cette masculinité trans aussi, qui est-ce qu'elle emprunte à ces définitions. Puis il y avait aussi la question qui revient sur la question du contexte, je trouve tout à fait centrale, comme l'a évoqué Jean-Paul, qui est une question d'une multiplicité de contextes. On a beaucoup parlé des contextes, bien sûr, de sexualité, de race et de genre, mais aussi de format, de la télé au théâtre. Margot, par exemple, vous avez évoqué le passage, vous avez dit plusieurs fois, c'est une entrée très théâtrale et pas télévisuelle, mais ensuite, pour moi, vous êtes un peu contredite, puisque vous avez
dit ah ben non, c'est télévisuel finalement. Donc mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se joue là dans ce passage de la scène dans un bar gay où on va voir un spectacle drag queen, sur la scène d'un théâtre, sur la scène télévisuelle, la scène filmique, la scène voilà, tous ces passages sont très importants pour décoder ces éléments, puisqu'on est aussi dans la dimension esthétique et ça pose aussi la confrontation, le choc entre l'esthétique et le politique. Est-ce que l'esthétique est toujours rattrapée par le politique? Est-ce que l'imaginaire peut donner un second souffle au politique? Voilà, c'est un peu vaste, bien sûr, mais il me semble que ça pose toutes ces questions-là de façon stimulante. Donc, je vous remercie pour vos interventions aussi. Et évidemment, on vous demande une réponse en 3 mots. Mission impossible. Merci. Alors, je me jette à l'eau sur la question des femmes africaines-américaines posée par Lara. En fait, c'est une perspective que je n'ai pas abordée encore dans mon travail, puisque c'est un travail que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, qui est très intéressante dans la mesure où justement, comme l'a montré Margot et comme l'a montré Dani, il y a quand même alors surtout Dani par rapport à l'image de Todrick Hall dans Gripecia, avec cette exagération de la représentation des femmes noires, les longs ongles, etc. Je pense que juste la femme noire pour Todrick Hall ou pour Lil Nas X, en fait, alors, elle apparaîtra dans leur clip vidéo d'une certaine façon, mais elle n'a pas, je trouve, hein, après je me trompe peut-être parce que je ne suis pas encore assez au fait de ces questions pour ces artistes particuliers, mais je pense qu'en fait, ils utilisent surtout son image pour pouvoir justifier euh, d'une certaine en fait imitation. Alors justement, comme j'aime beaucoup l'explication que Margot a donnée de la parodie, pas de façon parodique comme on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire avec quelque chose de très négatif, mais au contraire parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose à admirer derrière, et donc on a envie, c'est une sorte d'émulation, une sorte d'imitation assez frappante pour moi par rapport à ces artistes. Alors maintenant, il faudrait que je vois un peu plus avant la que je vois un peu plus avant la production musicale, les clips vidéo. Alors, je dois vous avouer que je me suis surtout concentré sur les masculinités africaines-américaines de ces trois artistes qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, puisque ben voilà, je pense que c'est pour ça que j'utilise le sigle LGBTQ+, pour l'instant, se considèrent plutôt cisgenres et peut-être qu'ils auront cisgenres et homosexuels ou alors bisexuels pour Frank Ocean. Et donc, du coup, peut-être que les choses évolueront, peut-être que dans leurs paroles, il y aura autre chose. Alors, ça me rappelle le premier album de Kevin Abstract où il n'avait pas encore fait son coming out. Et en fait, où il était hétérosexuel, il parlait d'une fille, il parlait de drogue, il parlait, voilà, en fait, la tradition du gangster rap, mais un peu mièvre, un peu adolescent. Alors, c'est un album qu'on a du mal à retrouver sur Spotify, etc., parce qu'il a enlevé son album. Il ne le reconnaît plus. Pour lui, ça ne le représente pas. Donc, alors, bien sûr, sur certains réseaux, vous allez retrouver cet album, hein, mais voilà, pour lui, cet album n'est pas lui. Voilà. Donc, justement, utiliser son art pour pouvoir parler de lui et dire, ben voilà, cette partie de ma vie, c'est une partie dont je ne suis pas fier. Elle existe, donc, parce qu'il sait que des personnes ont gardé son album. Mais voilà, alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme d'effacement qui est peut-être un peu fort de son passé, voilà, mais pour lui, c'est une chose qu'il ne reconnaît pas. C'est une œuvre qu'il a exclue de son catalogue. Et juste très, très rapidement, Xavier, la perspective trans, ces artistes, ils n'en ont pas parlé, en tout cas les trois artistes dont j'ai parlé. Et pour l'esthétique, alors ce serait trop long à développer, donc je ne vais vraiment pas répondre parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Merci. Donc, je vais répondre aussi très rapidement. Je vais revenir juste sur ce que vous disiez, Lara, sur l'idée
idée de divertissement qui peut être tout aussi subversif. Alors moi, je suis absolument pour cette idée. Je pense que le ludique est une forme de résistance, le divertissement est une forme de résistance, et que de fait, il peut être tout aussi politique qu'un message militant véhiculé. C'est pour ça que sur la question trans, par exemple, c'est une question qui pose vraiment problème hein, par rapport à l'émission de RuPaul Drag Race. Je l'ai dit, il est très critiqué sur cette question-là, notamment parce qu'il a été accusé d'être transphobe, ne voulant pas accueillir des drag queens trans sur l'émission. Alors qu'on sait bien que les drag queens trans sont aussi, performent d'autant plus, surtout aux États-Unis. Donc ça, c'est une question sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que c'est très compliqué et il faudrait revenir longtemps là-dessus. Mais rapidement sur les passages dont vous parliez entre la scène télévisuelle, la scène théâtrale, etc. Donc comme je le disais, je fais une vraie différence entre politique et militant. C'est-à-dire que pour moi, ces drag queens peuvent être politiques sans forcément être militantes, surtout sur RuPaul Drag Race, où effectivement, on est assez loin d'une forme de militantisme. Et donc, ce qui va différencier peut-être une scène télévisuelle comme RuPaul Drag Race ou une scène théâtrale, c'est peut-être ça, c'est qu'effectivement, sur des scènes théâtrales, par exemple sur le territoire bordelais, il y a une forme de militantisme beaucoup plus importante. Et donc, quand je disais que la rentrée est très théâtrale, c'est surtout d'un point de vue spectaculaire et donc d'un point de vue de la mise en scène, mais ce qui apparaît aussi dans beaucoup de télé-réalité finalement. Je reprends le relais du coup. Donc Lara, par rapport aux femmes noires américaines, Tariq Hall a beaucoup de collaborations. Donc j'ai mentionné Tiffany Haddish dans Dripisha, mais aussi justement donc le clip qui est un peu fait l'hymne national pour les droits LGBTQ. Donc il y a Tiara qui a ils ont fait une collaboration. C'est un peu cette idée de genre, comme je suis ambassadeur, comme je suis artiste, je vais en profiter justement pour accueillir une artiste black et puis qui s'identifie pas, d'après ce que j'ai compris, comme LGBTQ, contrairement à Janelle Monáe, par exemple. Mais donc je veux dire que le rapport entre Tariq Hall et les femmes noire américaine est assez intéressant dans le sens où quand on voit donc ces anciennes vidéos sur YouTube, par exemple Beauty and the Beat, elles sont souvent très parodiées. Donc ça revient un peu à l'image de Dripisha. Je crois que c'est un peu la trophée, la pointe de l'iceberg. C'est vraiment là, il déborde vachement. Alors que dans ces YouTube, dans ces clips vidéo précédemment, il y avait beaucoup plus d'éléments de parodie que Margot avait mentionné. Genre, ouais, je sais que c'est ce qu'on dit, mais bon, il y a beaucoup d'éléments satiriques. Alors que dans le Repisha, ça semble être quelque chose qui vraiment, comment on dit en anglais, buys in into the concept. C'est vraiment qu'il investit complètement dans les stéréotypes des Blancs, genre voici la femme noire, alors que justement, dans la communauté black, les femmes noires sont justement très très fières et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup justement beaucoup de mouvements, beaucoup de militantisme justement qui essaient de montrer que les femmes noires sont tout à fait rationnelles, etc., etc. Voilà, qui est complètement effacé par Sherlock Holmes. Donc maintenant, on peut dire, est-ce que ça reste sous la coupe de la parodie ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, c'est difficile, il faudra sûrement se pencher beaucoup plus là-dessus. Mais oui, donc beaucoup de détails. Pour répondre donc un peu aux questions de Xavier, question trans, j'ai pas entendu grand-chose de Tariq Hall à ce sujet. Comme Yannick, je me suis surtout concentré sur la masculinité et la performance et l'image qu'il donne, l'image identitaire qu'il projette. Par contre, l'hypermasculinité, oui, très très flagrante. Vu qu'il joue un peu sur l'hypermasculinité non seulement par son décor, donc par ses danseurs qu'il a autour de lui, mais aussi justement par l'hypermasculinité qu'il a en lui pendant sa performance en drague. Donc oui, il reprend donc cette personnalité en drague, mais ça reste quand même justement un gros contraste avec justement toute la masculinité qui s'entoure, même si elle est efféminée,
vu que c'est très gai, avec justement les mouvements, les paroles, etc., etc. Il y a quand même ce grand contraste qui persiste. Finalement, pour tout ce qui est esthétique, les 3 mots, to be continued, je crois que c'est un sujet qu'il faudra reprendre et puis développer en profondeur parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup à dire et beaucoup de projets en fait qui peuvent en sortir. Merci. Bien, sur ce To Be Continued, nous allons conclure cet atelier. Nous remercions Yannick et moi, les 3 intervenants. Yannick s'auto-remercie voilà, pour leur communication éclairante.